Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cécile Frey-Foucault, qui est UX et UI designer, et on va nous faire un retour d'expérience très intéressant. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Je vais très bien aujourd'hui, et toi? Très bien, merci. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Du coup, Cécile Frey-Foucault, je suis UX UI designeuse nouvellement chez Talent Labs. D'accord. Donc, je suis envoyée en tant que consultante chez des clients, essentiellement aujourd'hui sur des applications de gestion métier en interne. Très bien. En dehors de ça, j'ai un rôle d'accompagnatrice et de formatrice sur des designers un peu plus juniors et également sur l'expertise design system. Puis je viens de commencer à donner des cours à l'ECV Digital. D'accord, c'est intéressant. Tu donnes des cours régulièrement à l'ECV? Alors, je viens de commencer, donc ça fait 2 semaines. Ah J'ai oui. donné, là, c'était sur le prototypage. D'accord, ok. Et donc, ce sont des étudiants de première, deuxième année? Là, des Master 1. Ah, des masters, d'accord. Ok. Et alors, pourquoi es-tu devenu designer? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce métier ou directrice artistique Ouais. Alors, en fait, j'avais 16 ans, donc ça commence à faire encore ça. J'ai découvert par hasard, en fait, j'ai passé une journée par hasard dans une agence de publicité. Alors, pour l'anecdote, c'est l'agence où j'ai commencé, c'est ma première expérience pro. D'accord. Et j'ai passé la journée là et je me dis c'est trop bien, c'est ça que je veux faire. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a autant. Avant, je voulais être architecte, mais j'ai toujours voulu faire ce genre de métier. Et du coup, je me suis renseignée, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et ce qui est marrant, une anecdote, c'est que là, j'ai commencé à regarder Mad Men. Et ce que j'expliquais l'autre jour à une amie, en fait, je lui ai dit avant, moi, c'est ce que je voulais faire et maintenant, je ne voudrais plus jamais y retourner. C'est vrai que ça représente un petit peu de la folie, cette série. Mais Ouais. et alors, qu'est-ce que ça représente en fait le design pour toi aujourd'hui? Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui fait à peu près. C'est ma passion, c'est ce que j'aime. Je me lève tous les matins, je suis heureuse d'aller bosser. Et je ramène chez moi aussi ma passion. Et en fait, aujourd'hui, je ne me vois pas spécialement comme une créative au sens comme je le pensais avant, il y a 10 ans. Mais j'ai plus un rôle finalement de passe-plat entre des besoins d'utilisateurs ou business et ce qu'on va devoir réaliser. D'accord. Voilà. Parce que si on a beau faire tout ce qu'on veut, si on est tout seul en tant que designer, si derrière il n'y a personne qui va l'implémenter et le réaliser, c'est comme on peut faire la plus belle créa qu'on veut pour un catalogue ou pour une brochure, mais si elle n'est pas imprimée derrière, ça ne sert à rien. Oui, tout à fait. C'est Ouais. vraiment. D'accord, ok, mais c'est intéressant. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va certainement intéresser pas mal de personnes, puisque c'est un retour d'expérience. Et alors pour toi, quel est le sujet en fait alors? Alors moi, je voudrais parler en fait de pair design et avant tout en fait de comment rendre le design par l'équipe. Vraiment, on n'est plus en tant que designer tout seul à avoir cette responsabilité-là, mais quand c'est une responsabilité qui est portée par l'équipe entière. Donc surtout les développeurs, mais également le PO et pourquoi pas les utilisateurs. D'accord, ok, très bien. Donc vraiment un sujet intéressant qui va certainement intéresser pas mal de personnes. Peux-tu un peu nous raconter un peu, nous faire une introduction, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce sujet? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je parlais de la startup où j'ai commencé et j'ai eu un petit problème avec un développeur. On s'est pris la tête parce qu'on n'était pas d'accord. D'accord, ce qui peut arriver, Voilà. ce qui arrivait ou ce qui arrive encore aujourd'hui. Voilà, Ouais. ce qui arrivait. Bon, ça a fini en. Ça a été un peu violent. Un pugilat. C'est vrai en plus. Voilà, c'était assez violent et tout, donc je l'ai très mal vécu. Et en fait, je suis restée 1 an dans cette boîte et j'avais prévu de toute façon de ne pas rester, donc ça ne m'a pas aidé non plus à rester. Et du coup, et à côté de ça, dans ma vie personnelle, je connaissais des développeurs qui étaient très chouettes. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible que les développeurs, ça soit des gros cons au travail, désolé pour le terme, mais dans la vraie vie, ils soient super chouettes. Donc, je suis allée dans une boîte de dev pour voir si je pouvais conjurer le sort. D'accord. Et en fait, en allant sur une boîte de dev, je me suis vraiment intéressée à savoir comment travailler, vu que j'étais en minorité, on va dire
On était 7 designers pour 400 développeurs dans le ratio. Ouais. Voilà. Pas élevé. Voilà, ratio très très faible. Et du coup, je me suis intéressée comment je pourrais faire en fait pour ne plus me retrouver en conflit, pour que le quotidien soit beaucoup plus intéressant. Et comment, du coup, moi, m'intéresser au développement. Ce qui était assez facile quand on est dans une boîte de dev de s'intéresser au développement, mais de l'inverse aussi, comment intéresser les développeurs aux designers. D'accord, c'est un sujet très actuel en plus aujourd'hui, Voilà. donc c'est très intéressant. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le travail de l'équipe que vous avez effectué? C'était quel client ou quel type de mission sur lequel vous avez travaillé? Alors, la mission, vraiment, j'ai un retour, un vrai retour d'expérience. C'est sur un client où je suis restée 5 mois. Alors, pour mettre un peu le contexte du client. Oui, bien sûr, vas-y. Alors, c'est ce que j'appelle un vieux dinosaure. Donc, c'était au sein d'une DSI très poussiéreuse où ils n'avaient pas vu de designer depuis à peu près 15 ans. Ouais. C'est des équipes. Donc, c'est une société qui est, au moins, si tu veux pas citer le nom, peut-être dans quel type de. Alors, si je dis dans le type, on va savoir, mais c'est tout ce qui était dans la musique, on va dire. Voilà, dans la musique. Voilà, on va dire globalement dans la musique. Voilà, on va s'arrêter juste là. Voilà, ils ont beaucoup de concurrence. Voilà. Et donc, c'était ça. Et on m'a envoyé à la base, parce que j'avais 2 coéquipiers, 2 collègues développeurs qui étaient là-bas. Et eux, ils ont monté le besoin comme quoi, ça serait bien qu'on ait un designer parce que c'est un peu la panade, c'est un peu compliqué. Et ils ont réussi à trouver 3 semaines de budget pour, je cite mes anciens commerciaux, pour aller donner un petit coup de polish. D'accord. Ce qui est hyper valorisant. Donc, je suis arrivée pour 3 semaines. Alors, quand on arrive pour 3 semaines chez un client où il y a à peu près 15 ans de legacy, où il n'y a pas de culture de design, où du coup, je suis partie du principe que c'est très court, 3 semaines. Il va falloir optimiser, et le meilleur moyen d'optimiser, ça va être de faire d'auditer ce qui existe, de refaire un mapping de l'application pour vraiment tout remettre à plat, et surtout en fait de faire de la formation sur mes collègues développeurs pour qu'ils deviennent autonomes sur un maximum de choix ergonomiques. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc c'était vraiment le gros, parce que rester 3 semaines, ça sert à rien de se lancer dans de la super créa de parcours, sur de la recherche, ça vaut pas le coup pour ce genre de projet. On parle de développement sur 15 ans en fait. Et puis sur un délai aussi court, voilà, en fait, sur une période très restreinte. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, comment était composée un peu l'équipe Alors l'équipe, du coup, on était j'avais 2 développeurs front. D'accord. Il y avait 2 développeurs back, un DevOps et un chef de projet qui n'avait clairement pas le temps de s'occuper de nous. Parce que c'était quelqu'un en interne, c'est ça? C'était en interne, on était en fait tous prestataires sauf le chef de projet, ce qui est le cas de beaucoup de ce type de boîtes. Et oui, concrètement, il n'avait pas le temps. On ne peut pas lui en vouloir de ça. Ce qui courait, on le voyait courir dans les couloirs, se caler des rendez-vous. D'accord. Et toi, tu étais senior, middle, junior middle. Ouais, par rapport aux autres, ouais. Alors, non, les deux développeurs front étaient juniors. C'était leur première mission. Les développeurs back, eux, ils étaient middle, et moi, du coup, d'accord. les DevOps. Donc, tu étais là aussi pour aider, accompagner en tout cas les développeurs. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans le déroulement de cette mission? Comment tu es arrivé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, j'étais censée rester 3 semaines, et en fait avec cet audit, et en fait je présentais l'audit. D'accord. Et les retours et tout, et en fait ils ont réussi à trouver du budget, donc je devais rester 1 mois de plus. Et en fait j'ai fait 5 mois comme ça, en me demandant à chaque fin de mois est-ce que j'allais rester. Parce qu'il ressortait une enveloppe de budget. Il faisait les fonds de tiroir. Mais bon, c'est bien au final, parce que rester 5 mois au lieu de 3 semaines, c'est clair. D'accord. Et puis il faut savoir aussi qu'aujourd'hui j'ai quitté la mission, mais on m'a remplacé. Il y a un autre designer qui a pris ma place. Ah, très bien. Voilà, donc ça veut dire qu'ils avaient une véritable volonté, en fait, quelque part, tu as amené une culture design, quoi. C'est ça, c'était ça. Et en fait, ça s'est pas fait. La culture design, je l'ai vraiment pas amenée toute seule. C'est qu'on a fait une démonstration d'équipe. D'accord. Et vraiment à toutes les phases d'une démarche design. Donc, première chose qu'on a fait en dehors de l'audit, ça a été de mettre en place des. En fait, j'ai fait ça même au tout début. J'ai fait un atelier 6-to-1 du coup avec toute l'équipe. D'accord. Pour mettre en place des grosses briques, donc de l'architecture globale, savoir où est-ce qu'on va mettre le header, où est-ce qu'on met le menu. Vraiment des choses très basiques, mais qui sont importantes pour la suite. D'accord. Et qu'on soit dès le départ aligné là-dessus pour pas qu'il y ait de problématique de dire mais ton truc n'est pas faisable. D'accord.
Ok, d'accord. C'est- Et comment ils ont vécu les ateliers ou comment ça s'est passé, par exemple? Bah, ils étaient alors, mes développeurs front, alors, ce qui m'a aussi facilité, c'était, je les connaissais avant de travailler Ouais, vraiment sur le même projet, quand on était dans la même entreprise. d'accord, On était, faut savoir aussi qu'un des deux développeurs, c'était un ancien stagiaire et que du coup, bah, on travaillait à côte toute la journée, parce d'accord, on travaillait au même endroit. Donc ça aide. Et l'autre, on était entre guillemets amis avant de bosser ensemble. d'accord. Donc c'est Donc plus oui, ça aide, facile ouais, ouais. d'emmener du monde. Mhm. Et bah, le chef de projet, lui, était content parce que au moins il voyait que ça. Il dit, au moins, vu qu'il n'avait pas le temps, faire un atelier d'une heure avec un six to one, on prend une décision que normalement on met 3 semaines à prendre. Mhm. C'est Ouais, plus intéressant. d'accord. Et bah, DevOps content, pareil, parce que ça le sort de ses. En fait, les développeurs back, ça les sortait aussi un peu de leur quotidien, donc ils étaient contents de prendre part à ce genre de décision. D'accord, ok, d'accord. Donc c'était D'accord, assez intéressant. d'accord. Et alors, comment tu as procédé? Donc, Mm. tu disais que tu avais procédé par différents ateliers Mm. avec Six to One. Mm. Et qu'est-ce que tu as fait après? Après, le Six One, c'est bien et tout ce genre d'atelier pour mettre un cadre, mais D'accord, faut aller voir des utilisateurs. Les utilisateurs, si je dois citer ce que j'ai entendu, il n'y a pas de culture dont on va voir les utilisateurs, il y a des experts métiers. Moi, on m'a sorti que les utilisateurs, quand j'ai parlé la première fois d'aller les voir, ouais, mais on peut rien leur demander, ce sont des chèvres. C'est violent, hein. Ah oui, c'est violent, C'est effectivement. vraiment, on Ouais. est dans un contexte, faut vraiment se rendre compte de ce genre de contexte, c'est des vrais contextes qui existent et que, en tant que designer, on est on est la cinquième roue du carrosse et Hmm, on n'est pas censé être là. Donc d'accord. j'ai réussi après 1 mois et demi d'harcèlement. Donc du harcèlement, c'est aller voir tous les jours les gens pour leur dire je peux aller voir les utilisateurs, je peux aller voir les utilisateurs, je peux aller voir les utilisateurs. Et j'ai pu avoir un accès aux utilisateurs et donc j'ai tout de suite emmené mes petits développeurs avec moi, je leur ai proposé parce que ça vous intéresse. En amont, on a fait une petite formation d'1 heure où je leur expliquais concrètement qu'est-ce que c'est un interview utilisateur, qu'est-ce qu'on allait faire et comment ça se déroulait. D'accord. Eux, également leur posture, en leur expliquant bien qu'à la fin en fait, de l'interview, je leur laisserai 10 minutes, un quart d'heure, en fait, le temps qu'ils ont besoin pour poser toutes les questions qu'ils veulent. D'accord. Donc on a fait comme ça, on a fait de l'interview Intéressant. et du Hmm, shadowing. d'accord. Et les utilisateurs, les développeurs, ils étaient fous parce qu'ils disaient mais c'est pas possible qu'on traite des gens de cette manière en fait. D'accord. C'était parce qu'ils ont vu les interfaces sur lesquelles ils travaillaient, toutes les règles totalement absurdes d'ergonomie, de gestion des erreurs, les, le texte, les données écrites en patte de mouche, Hmm. les utilisateurs qui disent mais on voit rien donc on est obligé de zoomer sauf que c'est pas responsive donc les boutons d'action sortent de l'écran. Ah ouais, bien Voilà, sûr, d'accord. voilà, comment ils recueillent, comment ils ont les données, qu'ils Hmm, font encore, ils envoient encore des fax, donc ils ont vraiment eu conscience de. Les petits développeurs, ils ont vraiment conscience de qu'est-ce que c'est vraiment le quotidien des utilisateurs. Et quand les utilisateurs râlent parce que ça fonctionne pas, c'est pas parce qu'ils aiment râler, c'est parce que pour eux, c'est un vrai handicap. Et il faut aussi prendre vraiment conscience que nos utilisateurs, ils travailleraient sur chaîne en usine, ça serait globalement la même chose. d'accord. Parce que Ah quand ouais. les interviews, on se rend compte que ça fait 15 ans qu'ils remplissent le même formulaire. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment des Hmm. contextes, Ouais, c'est très compliqué, surtout si ouais. certains utilisateurs, j'imagine, qu'ils Mm. ont besoin de se connecter soit une fois par semaine Mm. ou une fois par mois ou Mm. pire, une fois par jour. Mm. Et voir la même interface Mm. avec les mêmes problèmes et avoir Mm. autant de mal tout le temps à les évaluer, c'est compliqué Voilà. quoi. Et à naviguer dans ce site ou Voilà. dans cette application, effectivement, ça peut être très Voilà. compliqué quoi. Et du coup, j'ai vu un double intérêt à ça, c'est que du coup, les développeurs commençaient à avoir vraiment une réelle empathie pour les utilisateurs. Et en design, pour moi, D'accord. l'empathie, c'est la valeur fondamentale. Hum. Mais les utilisateurs ont aussi eu de l'empathie pour les développeurs parce que c'était... Non, mais c'est drôle, mais c'est... parce qu'eux, ils écrivaient, ils remplissaient des alertes de bugs D'accord. où ils envoyaient des mails assassins parce que ça marche pas. Parce que c'est D'accord. facile en fait d'envoyer un mail assassin à quelqu'un qu'on pense que c'est un robot. Hum. Sauf que quand on le voit en face et qu'on se rend compte que la personne en face de toi, bah, elle essaye de faire de son mieux, qu'elle s'intéresse à ce qu'on veut, il y a un rapport d'équilibre qui s'est créé. D'accord. Donc Ok. c'est plus du tout la même, c'est pas du tout le même rapport. D'accord. Ok. Ouais, c'est intéressant, hein, effectivement. Voilà. Et même les développeurs ont même expliqué comment il fallait justement, quand il y a des bugs, qu'ils s'expliquent plus concrètement le cas de bug en fait. D'accord. Ok. Et même ils ont noté des bugs d'ailleurs. Ouais, ah bah, très bien. Et donc, une fois que vous avez eu un accès
à ces utilisateurs. Quelle a été votre démarche après? Alors, il faut savoir qu'on a eu un accès à partir de ce jour-là quasiment illimité, à un point Ah, que j'ai dû dire stop, parce que avoir voire 10 utilisateurs dans une semaine, ça fait un gros travail ouais, derrière de réécoute, d'enregistrement, etc. Et donc, on a fait ça. J'ai fait mes synthèses d'entretien, etc. Puis en d'accord, fait, on a co-construit ensemble nos personas, d'accord. donc choisir les noms et tout. Quand tu dis co-construire, ça veut dire Avec avec les les développeurs? développeurs, oui, on se D'accord. mettait. Et le chef de projet aussi? Alors lui, il n'avait pas le temps, donc Oui, il n'avait pas le temps, il courait lui dans les voilà. couloirs. Lui, c'est un peu le problème, on l'a mis un peu de côté. D'accord, Et donc vraiment, on l'a co-construit, du coup, et les expérience maps. Ça d'accord, vraiment, on a mis en amont, en avant vraiment tous les pain points, les choses comme ça, où est-ce qu'on pouvait. Et d'accord, c'est un exercice qui nous a aussi permis de prioriser. d'accord. Vraiment, après. Ok. Vers quoi, qu'est-ce que vous aviez défini en fait Alors, ça nous a permis vraiment de prioriser vraiment parce qu'on ne peut pas tout refaire d'un coup. Bien C'est pas sûr, ouais, c'est ce possible. que tu disais, ouais, sur le un mois et demi Voilà. Et que puis tu même, avais, ouais, au voilà. départ. Et moi, il faut savoir aussi que ce que je t'ai pas expliqué en amont, c'est que je suis également Scrum Master. D'accord, Et du coup, j'ai pas mal aussi, du coup, par ça, j'ai un peu le rôle on va dire, d'accompagnatrice sur l'agilité hmm, et du coup, sur aussi la gestion de projet. d'accord, Donc, ce qui m'aide en fait pour la priorisation aussi, d'accompagner. Si, et du coup, avec l'équipe de dev, on s'est vraiment mis ensemble dans une pièce et on a un peu établi une roadmap d'accord, qu'on a aussi validée avec des allers-retours avec le chef de projet. d'accord, Lui nous a donné ses priorités, nous on les a rechallengés vis-à-vis des retours utilisateurs. Et donc on est parti aussi sur de l'écriture de user story ensemble, parce que quand il n'y a pas de PO, quand il n'y a pas de chef de projet, il faut bien, bien ouais, quelqu'un pour les écrire. d'accord, Donc critères d'acceptation et du coup vraiment sur de la priorisation. Et à partir de la priorisation, par exemple d'une fonctionnalité, il y avait vraiment une fonctionnalité, un truc qui paraissait bête, mais finalement assez complexe et obligatoire. Si ça marche pas correctement, le reste ne sert à rien. hmm, On parle de redistribution de biens. Donc on a vraiment axé. Donc j'ai fait un gros atelier. Alors ça c'était vraiment très chouette, un gros design studio. d'accord. Il y avait 12 utilisateurs. Alors qu'on a fait un atelier design studio, donc Ok, en oui. fait c'est itératif. Et l'idée c'est d'avoir plusieurs équipes, plusieurs groupes multidisciplinaires qui travaillent sur des phases d'idéation ensemble. Donc à la fois en étant des phases de chacun de son côté. Et j'oublie toujours les termes de ça. Chacun de son côté et après on remet les idées ensemble, de D'accord, manière itérative du coup, d'accord, et en faisant des partages entre les groupes. Donc d'accord, l'idée c'est qu'on a un groupe de 3-4 personnes qui réfléchissent à un certain nombre d'idées ensemble. Après elles les partagent à un autre groupe. Donc chaque groupe partage. Et à d'accord, partir de ce qu'on a eu comme retour des autres groupes, on fait de nouvelles itérations dessus. d'accord, Donc ok. c'est hyper puissant parce que c'est vraiment sur l'intelligence collective et en même temps on a des feedbacks très rapides. Hmm, C'est un peu le maxi 6 to 1, mais version. Et ça marche très bien sur des gros groupes de personnes. d'accord. Et plutôt sur des gros projets du coup alors? Moi, tout type de projet, même sur du D'accord, service, mais quand on a un gros panel d'utilisateurs, c'est assez puissant, je trouve. d'accord. Euh, Et et ça dure combien de temps? c'est un atelier, j'avais fait ça, puis j'ai fait un test de 5 secondes avant pour valider des choix graphiques. Hmm, Parce qu'il ne faut pas se cacher, en application de gestion, le choix des couleurs, etc. ouais, C'est pas la priorité. Justement, il faut être dans le plus sobre et neutre possible parce qu'on a des utilisateurs qui vont passer leur journée dessus. Donc, on va hmm, faire de la micro-interaction, mais pas trop. On est vraiment sur vraiment de l'ergonomie, d'accord, direct ergonomie de base. Et on avait fait du coup un test de 5 secondes avant pour valider ça, puis mettre un peu les gens en jambe. Et le d'accord. Design Studio, du coup, j'avais mes 4 développeurs que j'avais dispatchés dans Dans chaque groupe? chaque groupe, avec lesquels je leur avais bien expliqué en amont la démarche. Donc, ils Hmm. avaient du coup participé à l'atelier en tant que participants. Donc, Et en ils même avaient temps, comme apporté, c'est facilitateur un ça, petit ils peu, ouais. avaient apporté leur culture, leurs contraintes de développement. Hmm, Eux, ça leur avait permis de comprendre réellement le métier, d'accord, ce que l'éducateur leur avait expliqué. Et à côté de ça, vu que je les avais un peu formé à la facilitation, en leur expliquant exactement leur rôle, ce qu'ils allaient faire, ils avaient pu être catalyseurs au sein de chaque groupe. d'accord, ok. Donc, ce qui a fait que ça force tout le monde à participer. Et quand on a un groupe du coup de 12 utilisateurs plus 4 développeurs, ça fait 16 personnes à gérer dans un atelier.
Bah, c'est bien d'avoir des co-facilitateurs. Ouais, c'est tout à fait, ouais. D'accord, ok. Donc du coup, tous les ateliers que j'ai fait comme ça, ils ont co-facilité avec moi. Alors pas tous en même temps, Hmm, c'était beaucoup sur la base de volontariat et donc il y avait des fois il n'y a pas besoin qu'ils soient tous, donc je demandais est-ce que un qui voulait bien venir. d'accord, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et ça dure combien, ça, un design studio? Donc, ça peut durer. Alors c'est très rythmé, c'est des phases. Très C'est chronométré, très etc. chronométré. Je m'irais bien une bonne heure pour tout voir. D'accord. Voilà. Après, moi, c'est le genre d'atelier que je mets pas sur un atelier. Je dis pas, je mets sur des créneaux de 2 heures. Hmm, Parce qu'avant, il y a toujours l'icebreaker ou un mini atelier avant. Je trouve que c'est intéressant sur ce genre d'atelier qu'on fait des gros ateliers comme ça qui demandent, qui sont hyper rythmés, qui demandent un réel investissement, c'est compliqué. ah oui, tout à fait, ouais, ouais. D'avoir avant un petit atelier avant justement pour faciliter ou pour faire rentrer les gens dedans. D'accord, ouais, d'accord. Et donc, dans cette entreprise où laquelle tu as travaillé, qu'est-ce que vous avez apporté d'autre Alors, Alors ça, c'était vraiment le côté travail avec les utilisateurs. Ce qu'on a D'accord, fait également, bah, du coup, c'est tests utilisateurs. On a vraiment toute cette démarche-là. Où, pareil, d'accord. alors, les développeurs venaient pas nécessairement avec moi parce que, pareil, un développeur, c'est censé développer. Hmm. C'est horrible de dire ça. Mais en même temps, tu n'avais pas de PO non plus. Voilà, donc, mais d'un autre côté, mais du coup, même s'ils venaient pas avec moi en interview, ou même des fois en atelier, parce que des fois, on a fait des tout petits ateliers de 30 minutes, c'est pas nécessairement obligé d'avoir tout le monde. D'accord, Je leur montrais bien le cadrage, mon document de cadrage, je leur expliquais. Quand j'avais des tests utilisateurs, je leur faisais faire les tests utilisateurs. Moi, du coup, ça me permettait de valider mes protocoles et hmm. que tout marchait bien correctement. On fait D'accord, du test sur InVision, ouais. ça ne marche jamais comme on veut. Et après, je leur faisais de toute façon les retours. Donc, ils venaient pas nécessairement sur l'instant présent, Hmm. mais de toutes les façons, j'étais totalement transparente avec eux sur les retours. Et D'accord. quand des fois j'oubliais de leur dire, ils me disaient, mais ce matin, tu n'avais pas un test utilisateur Ils me Hmm. rappelaient à l'ordre. Ça s'est D'accord, passé comment d'accord, très Voilà. bien. Alors, ouais. Et donc, vous avez fait toute cette partie-là auprès des utilisateurs. Et qu'est-ce Voilà. que vous avez apporté d'autre Alors, la preuve, c'est le travail au sein de l'équipe, et ça, c'est vraiment la grosse fierté. Quand je disais que j'étais spécialiste du design system, donc on a mis ensemble l'équipe un design system au sein D'accord, du client. La langue a failli fourcher. d'accord. Et Alors, ça, c'est de la part de votre volonté, oui, la création, de d'accord? notre C'était pas volonté. là, eux, Non, je suppose que la société ne connaissait pas du tout ce que non, c'était qu'un design system. non. On l'a fait un peu en sous-marin au départ. Ah, d'accord. Après, moi, comme j'ai tendance à dire, on va pas demander à un cuisinier de ne pas laver ses couteaux. Ouais, ouais, Donc, d'accord. on a besoin de choses pour travailler. On peut pas, si on veut qu'on travaille avec de la qualité, qu'on produise de la qualité, il faut nous laisser aussi les moyens de le faire. D'accord, Donc, très on l'a bien. commencé. On l'a fait aussi remonter aussi. C'est un besoin qu'on a fait beaucoup remonter aussi en rétrospective. Donc, D'accord. le chef de projet venait en rétrospective. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de lui donner nos retours. D'accord. Et du coup, il a assez vite validé ça, ce qu'on lui a montré. Moi, entre guillemets, je triche un peu. Mais je suis conférencière en conférence tech, donc de développeur. Et je présente le sujet design system en conférence. Donc ça me donne Une une légitimité. légitimité d'en parler. Alors, pour moi, il ne faudrait pas être obligé de faire ce genre de choses pour être légitime d'en parler. Mais tu vois, je fais des conférences comme Devox où il y a 3000 personnes au Palais des Congrès de Paris pour parler de design system. D'accord. C'est que c'est un sujet qui est un peu légitime. Regarde, toutes les grosses entreprises, elles font ça. Il y a plein d'articles. C'est le mot du moment, le buzzword du moment. Donc, on a eu tout ce côté-là un peu d'évangélisation. On a aussi très vite montré l'intérêt. Donc, on a mis en place... alors moi, j'avais dans mon fichier Sketch. Mais un design system sur un fichier Sketch, ça, c'est pas un design system, c'est juste un fichier Sketch. D'accord. Voilà. Et les garçons ont mis en place un storybook. Donc, je ne sais pas si tu connais le storybook. Non, vas-y. En fait, c'est un outil de développement. En fait, c'est où on met vraiment tous les composants, les composants développés. D'accord. On va aussi, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on peut mettre, du coup, on fait des scénarios. Il y a des scénarios de composants et des tests. Donc, les tests d'accessibilité, si les tests passent sur le composant en tant que composant unitaire, D'accord. bah, il passera forcément plus tard. D'accord. Okay. Donc, c'est une première. Quand on fait de la quali, c'est plutôt cool. D'accord. On l'a bossé on bossait en atomique.
parce que c'est une manière de travailler qui est proche du développeur et qui est plus facile à mettre en place et beaucoup plus modulaire, je trouve. Et on a surtout mis là en place le design system, donc toute la documentation, à la fois technique, mais aussi bien fonctionnelle. Donc quand je dis fonctionnel, c'est la manière dans les cas d'usage, mais c'est également, j'ai commencé à mettre les critères d'acceptation aussi dans mon design system. Et on a fait tout ce travail-là ensemble. Et quand je parle de documentation, c'était les développeurs documentaient également le design system. Donc on avait un outil où on avait tous logué sur mon adresse mail dessus. Mais tout le monde pouvait vraiment participer avec un backlog. On a commencé à mettre en place un backlog. D'accord. Pour le design system, on a vraiment essayé de faire les choses correctement. Puis au bout de quelques temps, notre travail a commencé à être vu par d'autres personnes. Et en fait, c'est sympa ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez nous filer des trucs? On dit, ça tombe bien, on a fait un design system. Effectivement, d'accord. Voilà. Et c'est comme ça on a commencé à planter une graine sur le projet d'à côté. D'accord. Et on a demandé de présenter toute notre démarche aux autres équipes, au reste du plateau. Donc une après-midi, pendant 2 heures, on leur a montré tout ce qu'on faisait. Donc on faisait aussi également du pair design. Donc plein de mini-ateliers ensemble de conception. C'est pas nécessairement des choses cadrées, mais c'est... Alors pour la blague, je prenais ma chaise et je m'asseyais entre les 2 développeurs front toute la journée. Parce que comme ça, pour parler, c'est plus simple. Donc du pair design, je leur montrais rapidement qu'est-ce que je pensais de ça. Ou alors vite fait, on croquait pendant 5 minutes chacun de notre côté. On se faisait vraiment des mini-ateliers totalement informels, mais c'était dans nos automatismes du quotidien. D'accord. Et pareil, tout ce qui était purement du HTML, du CSS et tout, du fonctionnement de l'application, de l'intégration, je le faisais en pair programming avec eux. Et en mob programming, on faisait... Et ça nous a permis d'avoir du pixel perfect avec assez peu d'efforts. Au début, ça demandait de l'effort parce que c'est des habitudes à prendre. Mais au bout de quelques jours, on fait ça toute la journée, il n'y a plus de questions. Et des fois, je leur demandais, c'était un peu la blague, mais du coup, c'est ma maquette ou l'interface. Parce qu'il y avait pas de différence. Ouais. Voilà. Et des fois, c'était marrant parce que du coup, on me demandait, mais Cécile, c'est pas exactement comme sur ta maquette. C'est pas grave, on va s'en remettre. C'est pas grave, on va itérer. Eux, du coup, ils étaient vraiment rentrés dans une volonté de faire du pixel perfect, ce qui n'est pas naturel nécessairement toujours comme démarche, parce qu'ils avaient vu les utilisateurs. D'accord. Parce qu'ils s'est dit que si on fait du pixel perfect, on améliore le quotidien des utilisateurs. Ouais, c'était un cercle vertueux dans lequel on est rentré. D'accord, ok, très bien. C'est très intéressant. Et entre le moment où vous avez commencé à travailler en sous-marin sur le design system et le moment où vous l'avez présenté, il y a eu un délai de combien de temps à peu près? On a travaillé au sous-marin on a fait des sprints de 2 semaines, on a travaillé à peine un sprint. D'accord. Donc ça a été très court, c'était plus, on l'a fait vraiment. Je m'écarte un peu du design system. Moi, j'aime bien avoir l'idée du composant ambassadeur. Alors, c'est quoi? Alors j'ai inventé, je suppose que ça doit avoir un vrai nom quelque part. C'est en fait voir le composant, si on le change, si on le fait intégrer si on prend une démarche design system pour ce composant-là, c'est-à-dire qu'on le factorise, et on va avoir un impact réel visuel. Voilà. Et souvent, c'est le bouton, parce qu'il y a plein d'applications où il y a un primary button qui a à peu près 4 têtes différentes par page. Parce qu'on l'a développé autant de fois. Et c'est vraiment... donc on a fait ce travail-là, on a pris... Pour le coup, c'était aussi un button. Je sais pas pourquoi, c'est le quatrième... J'ai bossé sur 4 design systems où ça a été le composant ambassadeur. Mais je pense que le bouton, en fait, c'est l'un des... je sais pas, c'est l'un des, comment dire, des composants maîtres d'un... Je dirais pas d'un design system parce que j'ai jamais travaillé sur un design system, mais que ce soit dans un site ou dans une app, c'est ce qui crée l'action. Ouais, c'est ce qui crée souvent l'action, donc effectivement, ou alors les flèches, mais les flèches, c'est très difficile, quoi. Voilà. Donc le composant ambassadeur, c'est notre bouton. Puis on a mis en place les couleurs et du coup on l'a montré, et du coup on a fait une démonstration. On dit le coût n'était pas tant élevé que ça pour faire ce travail-là. D'accord. Voilà. Puis en fait, ce qui était vraiment très chouette, c'est que le chef de projet, au début, il nous a très vite laissé autonome. Il nous a fait confiance très vite. Ce qui est bien. Voilà, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de nous micromanager. D'accord. En fait, parce qu'on était autonomes nous-mêmes, parce ouais. qu'on avait une volonté de bien faire, donc on se donnait les moyens de le faire. D'accord. Et que voilà, il n'avait pas besoin d'être derrière nous, que même, je vois, quand les développeurs finissaient le sprint un peu en avance, c'est pas grave.
on faisait du refacto, de la qualité. Voilà, on se tournait pas les pouces. Ouais, d'accord, ok. Et alors du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté comme bienfait Moi, toi, excuse-moi, avant de parler de ça, t'es resté donc du coup combien de temps 5 mois. 5 mois. Voilà. Et à la fin de ces 5 mois, Il y a un designer qui m'a remplacé. il y a un autre designer qui est t'a aujourd'hui remplacé. encore dans l'équipe. D'accord, donc ça fait combien de temps Moi, je suis arrivée en mars, non, 1er avril, d'ailleurs c'était 1er avril 2019. D'accord, Je suis partie fin septembre. Et d'accord, depuis fin septembre, du coup, il y a eu 2 semaines de passation. d'accord, Et alors pour l'histoire, la personne qui a remplacé, la designeuse qui m'a remplacée, c'était mon alternante. Ah. Qui venait de signer son CDI et que D'accord. j'ai voulu à tout prix mettre dans cette mission-là. Pourtant, c'était pas du tout un contexte facile pour un junior parce que le contexte de l'entreprise est pas simple, qu'il n'y a pas de PO, que du coup, en tant que designer, tu te retrouves à faire. Moi, je faisais PO également parce que je travaille sur de la présentation, sur l'écriture du user story et tout. Donc, quand on est junior, c'est pas du tout facile. Mais le contexte de l'équipe était hyper bienveillant. Donc, de toute façon, comme elle ne l'allait pas porter le design toute seule, que c'était une problématique d'équipe, bah, ça allait que bien se passer. D'accord. Voilà, ok. Et puis, je pense que c'est super formateur pour elle, du coup. Elle est contente, l'équipe est contente, parce que du coup, j'ai encore contact avec eux aujourd'hui. D'accord. Mais non, mais c'était important en fait, c'était important entre guillemets, c'était devenu le bébé, ce projet. Aussi de le passer à quelqu'un en qui j'avais confiance et que je sais qu'il voudrait bien faire les choses que avoir un designer entre guillemets random qui n'avait pas aussi tout le passif de ce projet. Parce que c'est pareil, je pense que c'est le risque quand tu arrives sur un projet qui se passe bien, de se dire mais en fait ça s'est toujours bien passé, mais sans voir le passif et aussi le risque que tu peux apporter de pas se rendre compte que ça s'est pas toujours bien passé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Des fois, ça se passe bien, on change d'interlocuteur et il suffit qu'il y ait un mot mal placé ou qu'on aille un peu trop loin ou qu'on fasse ça peut remettre très vite en question. Et puis après, voilà, il y a dans la vie, on peut pas être face, on n'est pas souvent face à la même personne. Et puis après, c'est une question de feeling aussi, j'ai envie de dire, avec les gens. Le client, ça l'a rassuré aussi, parce que j'ai été totalement transparente avec le client pour dire qu'elle était junior, mais du coup, ça l'a rassuré de dire que je la connaissais bien, que je l'avais formée, parce que j'ai sans doute fait plein de bêtises en tant que tutrice, mais un maximum dans la même philosophie, en fait, pour qu'elle travaille comme ça. Donc ça rassure le client aussi. D'accord. Et alors, on va parler un peu des bienfaits. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de cette expérience au bout de 5 mois d'intervention ? Moi, c'est de la fierté. D'accord. La fierté, parce que les utilisateurs, on leur a montré notre travail au fur et à mesure, on leur a fait tester. Et quand un utilisateur te dit, en fait, c'est exactement ça dont on a besoin, toute l'équipe, on est heureux. Oui, bien sûr, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est essentiel, c'est important, je pense, de se dire, je suis fier d'avoir fait ça. Voilà. Et l'autre fierté, c'est moi, le jour où j'ai annoncé à l'équipe que je partais, c'était pas du tout sûr que quelqu'un me remplace, parce que problématique de budget, problématique de... c'était pas vis-à-vis du contexte. Et ils m'ont dit, mais en fait, Cécile, tu pars, mais on va se battre pour aller voir les utilisateurs. Très bien. Quand on ira interviewer les utilisateurs nous-mêmes. D'accord. Mes développeurs qui m'ont dit ça un matin, j'étais là. D'accord. Voilà, donc c'est plus le même rapport. D'accord. Et par rapport à l'équipe qui était en interne déjà dans cette société, ou aux autres équipes, ou au plateau, qu'est-ce que ça a apporté Alors nous, on était un peu un ovni. D'accord, au départ. On est toujours, je pense qu'ils sont c'est toujours un ovni chez clients. D'accord. Mais après, il y a aussi, c'est par des petits pas aussi qu'on fait changer les choses. Je sais que le DevOps bosse sur plusieurs équipes en même temps. Lui, ça lui fait du bien de bosser avec l'équipe parce que c'est pas du tout. Les autres, c'est plus du cycle en V. D'accord. On essaye de bosser sur du cycle court itératif. C'est pas exactement la même démarche. Après, c'est plus c'est de l'ambiance au boulot. D'accord. Quand on est une équipe soudée, qui bosse dans une même direction, ça crée plein de bienfaits. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait des frictions qui sont passées au-dessus, moins qui ont été améliorées ou des choses comme ça ?
Oui, en fait, parce que tout simplement, on a en fait, la manière sur le projet sur Ouais, lequel on travaille. C'est un projet chez le client qui est hyper important. d'accord. Donc c'est un peu le paradoxe de dire que c'est un projet qui est hyper important, mais pas avoir de budget. Donc Ouais. c'est un peu un projet. Du finalement, en fait, mon dernier jour, j'ai eu une réunion, un point d'1 heure et demie, 2 heures avec le chef de projet qui me demandait un peu mon retour sur j'avais vécu mon expérience au sein de l'entreprise, ce que je trouvais bien, moins bien, etc. Parce que lui, c'est intéressant d'avoir justement ce feedback-là. Et oui, donc on en a parlé, et lui, il me disait qu'il était content parce qu'il nous a laissé faire en prenant lui un risque. Parce que du coup, quand on est manager dans ce genre d'entreprise et qu'on est responsable, ce qu'on doit faire, c'est faire du micromanagement, pointer, faire des reporting du jour Hmm. homme, limite à l'heure de développement de feature. Ouais, d'accord. Ouais. On est vraiment là-dessus. Puis vous connaissez pas en plus? Il nous connaissait pas, donc il a pris le risque de nous laisser en fait faire ça. Et lui, c'était aussi une manière de prouver à lui, à son management, aux 6 autres échelles de management de l'entreprise, au-dessus de lui, que si on laisse une équipe libre et être autonome, et du coup et responsabiliser les gens, ça marche beaucoup mieux. Oui, donc pour lui, c'était. C'était un peu le crash test. D'accord, Voilà. ok, d'accord. Mais c'est bien parce Ouais. que du coup, je pense que ça a apporté ses fruits, hein. Est-ce que chez eux, dans cette société, ça a amené un changement par rapport à leur mode de conception ou de fonctionner tout simplement aussi? Alors, pour te dire le contexte quand on parle moi, je bossais sur la refonte d'une application D'accord. qui a commencé à être mise en dev il y a 15 ans Ouais, et qui commence à être mise en prod maintenant. d'accord, ok. Donc, on est sur du legacy, on est sur des échelles de 15 ans. D'accord. La moindre décision, du coup, c'est. Quand je suis arrivée, j'ai demandé d'avoir des accès à des choses. Aujourd'hui, je sais qu'ils n'ont toujours pas accès parce qu'il faut que ça passe en commission. D'accord. Ah oui, Oui, mais donc ça veut dire que c'est un réel problème politique oui, et économique, quoi, en voilà, fait, c'est ça. cette application. C'est des contextes. Alors, c'est pas, c'est le contexte là dont je parle, c'est pas du tout. C'est quelque chose qui est très généralisé dans Hmm. les grosses entreprises, soit le milieu bancaire. J'ai des collègues qui me parlent de trucs totalement absurdes dans le milieu bancaire, notamment. En fait, toutes ces grosses boîtes, Hmm. ça fonctionne sur. C'est des boîtes, le client là, ils avaient 300 applications en interne. D'accord, Donc, ok, d'accord, ok. Ouais. c'est des espèces de machines de guerre, au contraire, c'est un peu rouillé tout ça. Ouais, ouais. C'est vraiment du dinosaure, on parle de temps, on n'est pas du tout sur de l'agilité, on n'est pas du tout... Donc nous, on a été un peu un projet pilote, on était une expérimentation, un truc un peu bizarre. D'accord. L'OVNI, quoi. Ce que tu L'OVNI, disais tout à c'est ça, l'heure, on ouais, était ouais. l'OVNI au sein du plateau de toute la DSI. Et ça Mmh, s'est bien passé, mais c'est pas sûr que ça se passe bien pour un autre projet. mmh, mmh. Mais si ça s'est bien passé, c'est parce que c'était une volonté de l'équipe que ça se passe bien. D'accord. On Ok. revient toujours au même. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Là, comment dire, sur cette mission, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait changer, des points négatifs ou des choses à améliorer peut-être? Alors moi, si j'ai un reproche à nous donner, c'est pour notre fameux chef de projet, qui était très D'accord. sympa aussi. Et en fait, on n'a pas fait suffisamment l'effort de l'impliquer. D'accord. C'est qu'il nous a laissé les rênes, donc nous on était contents. D'accord. Mais d'un autre côté, on n'a pas non plus, en fait, voir quelqu'un, on va dire voir la personne qui gère le projet d'un point de vue même politique, d'un point de vue roadmap, Économique, même, ouais, ouais, ouais. économique, la roadmap, on va dire long terme, etc. D'accord. Celui qui porte la responsabilité du projet, qui est Mhm. censé être le PO. Qu'on ne le met pas dans tout, c'est-à-dire que le voir 5 minutes toutes les 2 semaines, ça suffit largement pas. Ouais. Moi, je lui courais après, des fois, je faisais le pied de grue devant son bureau d'ailleurs, pour le choper quand il revenait. D'accord. Et le risque, c'est que quand on fait la démo, qu'on fait les reviews, les démos de ce qu'on a développé, de ce qu'on a produit, de toute la démarche, qu'il y ait un rejet. D'accord. Parce que c'est pas ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Parce que il y a un problème de compréhension et quand il y a un rejet, ça remet tout en cause. Ouais, bien sûr, ouais. Et voilà, c'est vraiment le risque. Moi, si je devais sans doute avoir ce genre de contexte-là, plus me battre pour impliquer justement le PO, quand il y en a un, et le chef de projet, si c'est un chef de projet, la MOA, la personne qui est censée être référente du projet. D'accord. C'est vraiment le gros risque, c'est avoir un rejet et puis
Puis aussi, je pense, alors ça, c'était pas le cas là, mais je vois comme risque, c'est que quand une équipe s'approprie le produit, d'une certaine manière, la personne qui en est entre guillemets responsable se sent dépossédée. Ouais, Donc il peut y avoir des problèmes d'ego aussi. Hein, ouais, tout à fait. Ouais, surtout d'après ce que tu Ouais. disais, il y avait des problèmes un petit peu politiques entre guillemets. Donc effectivement, si la personne est impliquée dans la hiérarchie de la société, ça peut être tout de suite très compliqué. C'est le genre d'entreprise où quand il y a un changement de DSI, des projets vont à la poubelle. Ouais, parce tout qu'ils à marquent fait. son territoire. Donc voilà, c'est vraiment la grosse problématique, c'est des problématiques de contexte. Est-ce qu'il y aurait des pain points par hasard que tu pourrais mettre dans cette expérience, pardon? Alors, ce qu'il faut, en fait, si ça marche, ça marche. Pour que ça marche, il faut vraiment avoir une validation du management. Alors ça, on l'a eu parce qu'ils nous l'a laissé le faire. Ouais, d'accord. d'accord. Ça, c'est pas fait en un jour. Hein. Moi, j'ai fait ça fait 5 mois de mission. C'est pas en 2 semaines. Ce qui est important, c'est qu'on parle de charge de travail, de planning, de sprint planning, de capacité de production. Donc, il faut vraiment que faire du pair design, faire de la recherche utilisateur, faire sortir les développeurs du développement. D'accord. C'est des choses qui demandent du temps, donc il faut que ça soit réellement prévu au sein du sprint planning. D'accord. Donc on avait ce qu'on faisait au quotidien de manière totalement, voilà, parce que ça fait partie des discussions, parce que c'est le quotidien. D'accord. Et après, organiser un atelier utilisateur de 2 heures, aller passer une demi-journée auprès des utilisateurs, ça demande du temps. Donc ça, on le planifiait dans le sprint planning, dans la charge. D'accord, ok, d'accord. Ah oui, effectivement, faut le prévoir. Moi, j'ai déjà fait effectivement des design sprints et effectivement, je n'avais pas prévu du tout le temps de préparation en tout cas. Voilà, donc il faut prévoir au niveau du sprint planning, dire attention, ce sprint-là, on va aller faire une demi-journée voir les utilisateurs, on va faire un atelier design studio de 2 heures, prévoyez-le, on l'écrit, même on l'écrit parce que ça fait partie des choses, on le fait, donc faut que ça apparaisse quelque part. D'accord, ok, très bien. Voilà. C'est vraiment la transparence. Et il y a aussi un truc, alors ça c'est le côté designer plus. D'accord. Faut vraiment, moi c'est quelque chose c'est un sujet aussi dont je parle beaucoup aussi en conférence et je passe beaucoup de temps au milieu des développeurs, et eux c'est qu'en tant que designer on doit vraiment faire confiance à l'équipe, se dire c'est pas parce que les développeurs donnent leur avis sur du design qu'on est dépossédé de notre valeur de designer. D'accord. Parce qu'en fait notre boulot c'est de leur expliquer, leur dire ça fonctionne par rapport à telle loi, ça. Moi ils étaient devenus pros de la Gestalt, hein. D'accord. Ouais, ils s'auditaient eux-mêmes. Des fois, je leur demandais, mais du coup, à ton avis, pourquoi ce bouton-là, ce truc-là va pas là exactement? Oui, parce qu'il y a la loi de proximité. Ils étaient capables de. Voilà. Donc, ça ne m'enlevait pas ma valeur de designer. Mais eux, du coup, ils devenaient aussi responsables et je leur faisais totalement confiance là-dessus. Puis, mine de rien, quand on fait de l'UX et de l'UI, une journée ne suffit pas. Donc, déléguer, c'est plutôt intéressant pour avoir le temps de faire, par exemple, des interviews. Analyser des interviews, ça demande du temps. Si j'ai besoin de faire toutes mes maquettes, j'ai le temps pour faire les interviews. Ouais, puis eux, ça les fait monter en compétences et puis vous parlez le même langage aussi. Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Donc c'est vraiment en tant que designer, faire confiance, ne pas hésiter à déléguer, se dire c'est pas parce que les développeurs vont faire du design avec des guillemets qu'ils vont être designers, qu'ils vont nous prendre notre boulot. Et puis, puis la plupart des développeurs, c'est aussi leur passion, Voilà. le dev, donc ils vont pas, il y en a peu qui vont se dire demain on devient designer, quoi. Voilà, moi j'en connais pas, si j'en connais un, mais c'est. Ouais, c'est parmi une centaine ou des milliers, oui. Tout à fait d'accord. Voilà. Et en fait, tout ça marche que si ça vient réellement de l'équipe. Il faut que ça soit une volonté, il ne faut pas qu'en tant que designeuse ou en tant que développeur, quel que soit, ou PO, alors surtout pas en tant que PO, que ça soit quelque chose qui est obligé. C'est vraiment tout le temps sur la base de volontariat. D'accord. Et puis de la confiance et puis de l'échange aussi. C'est ça, de la base du volontariat. Après, le volontariat se crée par la démo. Donc, on le fait une fois, on a vu l'intérêt, donc on a envie de le revenir. D'accord, oui, effectivement. D'accord. Et alors, tu parlais du pair design. C'est quoi en fait pour toi le pair design alors? Alors, le pair design, en fait, c'est comme le pair programming. D'accord. Tu vois, non, si tu peux nous expliquer. Alors, pair programming, en développement, il y a le pair et le mob. Alors, le mob, c'est le super. Alors, pair programming, c'est quand il y a 2 développeurs qui développent en même temps sur le même clavier. D'accord. Donc, généralement, il y en a un qui tape, qui code, qui tape. D'accord. Et l'autre, du coup, il parle. Donc, c'est beaucoup, on s'en sert beaucoup quand il y a du débugage.
Moi, j'ai bossé sur des projets où il y avait ils étaient quasiment tout le temps en pair programming. D'accord. Parce que quand on est à 2 cerveaux à réfléchir en même temps, on réduit énormément les erreurs. D'accord. Et les phases de review de code sont beaucoup plus courtes, du coup, voire quasiment inexistantes. Donc, c'est un vrai gain de temps et d'efficacité. Et donc, et le de pair qualité. design. Et le MOB, c'est la version où on est à 3 et plus sur le même. Donc, c'est des choses qui utilisaient plus pour des choses plus complexes, quand il y a vraiment du truc complexe, pour de la montée en compétences. D'accord. Et en fait, faire le pair design, c'est la même chose. Donc, l'idée, c'est de prendre, de ne pas être tout seul à faire son design. D'accord. Donc, ça passe par des ateliers, les développeurs qui viennent aux tests d'utilisateurs, aux interviews d'utilisateurs. C'est vraiment en fait prendre toute cette démarche-là. D'accord. Donc, c'est travailler en équipe, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Donc, pour terminer cette interview avec Cécile, j'ai toujours trois questions, comme je dis, fil rouge. Dans quelle société demain aimerais-tu travailler et pourquoi? Ou dans quel type de société? C'est pas forcément le nom d'une société, mais voilà. Alors moi déjà, j'aimerais pas retourner travailler chez un client final. D'accord. J'aime bien voir différentes. En fait, ce que j'adore dans mon métier notamment, c'est de découvrir le métier des autres. D'accord. Donc travailler sur des projets différents, c'est beaucoup plus. Je trouve personnellement, moi, je trouve ça beaucoup plus enrichissant. D'accord. Et après, en fait, en dehors de ça, je travaille vraiment dans une entreprise où il y a vraiment les notions de partage, de qualité vraiment qui sont partie de l'ADN de l'entreprise. D'accord. Je disais, moi, je donne des conférences, je commence à donner des formations, je suis un peu tutrice et tout, c'est des choses qui m'intéressent réellement et qui sont dans mon ADN aussi familial, vraiment la transmission. D'accord. Donc peut-être pas retourner sur le type de mission chez un dinosaure par exemple, entre guillemets. Si, moi j'aime bien en fait. C'est le genre de problématique que j'aime bien. En fait, on travaille plus sur des. Moi, finalement, aujourd'hui, dans le rôle de designer, je trouve qu'on a souvent notre premier produit qu'on a, c'est le contexte. C'est sur de la transformation d'entreprise, entre guillemets, même si c'est un peu un mot qu'on entend un peu trop à tort à travers. Mais on travaille vraiment pour pouvoir exister en tant que designer, il nous faut un contexte. Et aujourd'hui, le contexte dans beaucoup d'entreprises en France n'est pas idéal. Ouais. Et en fait, on travaille là-dessus. On parle beaucoup de design thinking, de design sprint, ce genre de choses. Mais moi, je me suis jamais dit que je faisais du design thinking. Mais mon rôle principal en tant que designer, c'est un peu de transformer et de faire, en fait, de mettre le contexte le plus propice à faire de la qualité et à faire du design. D'accord, ok, d'accord. Et alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer? Alors moi, mes collègues m'ont appelé un jour Scrumux, parce que du coup, d'accord. Je suis Scrum Master, donc designer Scrum Master, c'est pas voilà. Ah oui, Scrumux, Scrum et UX, d'accord, ok. Ça. Donc un jour, j'ai un coach agile qui m'a dit que j'étais agiliste. Ah, d'accord, ok. Donc c'est vraiment ça. Aussi, le fait que je travaille, que je suis... En fait, au quotidien, je suis beaucoup plus avec des développeurs, autant professionnellement que personnellement. D'accord. Ça m'arrive de temps en temps même aller à des meet-up de dev parce que je rejoins des copains, entre guillemets. Mais je suis speakeuse dans des conférences tech. Je suis dans une boîte de développeurs, parce que où je suis aujourd'hui, ça reste ça. D'accord. Je suis beaucoup plus dans cette communauté-là que la communauté des designers. D'accord. Paradoxalement, alors que je suis designeuse. D'accord. Et, voilà. Mais je trouve que c'est plutôt bien parce que quelque part, tu dois faire un petit peu d'évangélisation. C'est ça. Et même moi, je vois qu'aujourd'hui, il commence à avoir des développeurs qui s'intéressent à ce que je dis, etc. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ces échanges-là avec eux. Et moi, ils m'ont fait énormément grandir. Et si je devais aujourd'hui parler de mentor, si je devais avoir des gens dans lesquels j'ai eu vraiment en mentor, j'ai pas de designer. D'accord. Mais des gens qui m'ont fait vraiment grandir professionnellement et personnellement, ce sont un coach agile et un développeur. D'accord. Voilà. Ok. Ah oui, effectivement. C'est parce que c'est des approches différentes, parce que c'est vraiment après ça dépend des milieux, tous les développeurs ne sont pas comme ça, mais c'est vraiment le milieu de l'open source, du partage, dans le milieu dans lequel je gravite, qui est c'est finalement de niche. D'accord. Mais voilà. D'accord. Ok. Puis c'est vrai que peut-être... Et de la bienveillance. Oui, tout à fait. Et puis je pense que effectivement, il manque peut-être... ce discours est en train de monter aujourd'hui, du moins j'ai l'impression, que la relation dev-design commence à se créer. On en parle aujourd'hui de plus en plus, alors que c'est quelque part, ça a toujours été, entre guillemets,
des parallèles qui ont été faits souvent en termes de front, alors qu'aujourd'hui c'est essentiel de travailler les devs et les designers main dans la main et ensemble, quoi. Et c'est un milieu très bienveillant, ils sont vraiment demandeurs. Je dis, moi, par exemple, je vais en conférence. Première fois que je suis allée à la conférence, j'ai fait une conférence externe, c'était à Devox l'année dernière. D'accord. Devox, c'est 3000 personnes, c'est le palais des congrès Porte-Maillot, c'est un gros truc. Dans une salle où tu as 300 personnes qui te regardent, j'étais terrorisée. Mais en fait, c'est 300 personnes bienveillantes. Et donc, c'est pas du tout, et qui sont vraiment pas là pour te juger, mais ils sont là parce que pour t'écouter, pour se dire ça va t'apporter quelque chose, ils vont te donner des feedbacks, ils vont derrière venir te poser des questions. On est vraiment dans cette démarche-là. D'accord, ok, bah c'est génial. Donc allez, chers designers, allez au Devox et vous allez rencontrer des développeurs, mais voilà, peut-être que je vais m'y intéresser un peu plus. On a plein des conférences. Et alors la dernière question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans ? Alors moi, pour faire un petit retour en arrière, il y a 10 ans, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé je voulais être directrice artistique, concepteur, rédacteur, je me voyais dans une grosse agence et tout, avant que je les chante. Et jamais de la vie on m'aurait dit tu vas aller bosser sur de l'application métier. De toute façon, je ne savais pas ce que c'était. Ouais, d'accord. Des utilisateurs, on ne parlait pas d'utilisateurs il y a 10 ans. C'est pas si vieux qu'on parle d'utilisateurs. Non, c'est clair. On parlait de clients. Moi, les utilisateurs, j'ai commencé à les voir. C'est aussi que je me suis intéressée à l'UX parce que c'était côté un petit peu frustrant. Bosser sur une campagne de pub, voir un brief d'un chef de pub, bosser dessus, l'envoyer à l'imprimeur, et c'est tout. De temps en temps, tu la vois dans la rue, tu es content, tu es fier, mais ça apporte pas grand-chose. Et donc, donc ça fait vraiment 3 ans où je fais de l'UX, et donc ça a un peu changé aussi ma vision des choses, et je trouve beaucoup plus de sens à ce que je fais. D'accord. Parce que je veux une finalité. Et du coup, ça aussi apporte, c'est plus en accord finalement avec mes problématiques personnelles d'un point de vue, ce que je m'intéresse de plus en plus à l'éthique, l'accessibilité, l'inclusivité, à finalement en fait l'impact qu'on a sur notre société, sur l'environnement. Parce qu'on parle beaucoup par exemple de design de l'attention, mais c'est des vraies problématiques en tant que designer, qu'on crée des sites internet, des applications, on vole du temps aux gens. Donc il faut le faire en son âme et conscience, en ayant conscience de ça. Et j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers ces problématiques-là. On a beaucoup de discussions, il y a des conférences, il y a des articles, il y a énormément de personnes qui parlent de ça, et c'est vraiment tout à fait, absolument, le gros sujet, je pense, les 10 années à venir, l'impact qu'on a. Oui, tout à fait, d'accord. Ok, et donc par rapport à ta vision dans 10 ans, ce serait quoi alors ? Ce serait être le plus, entre guillemets, éco-responsable possible. D'accord. C'est voilà. aussi un sujet d'actualité. Voilà, autant sur on va dire l'éco-conception, le green IT, mais également sur l'accessibilité. Hier, je parlais avec des collègues, on parlait d'audit d'accessibilité, de ce genre de choses. Aujourd'hui, même dans la législation, c'est pas encore ça. Hein. Quand on voit les amendes, le peu d'amendes qu'il y a vis-à-vis de ne pas suivre l'accessibilité, c'est pour ça des obligations légales, mais qui n'est pas du tout. Les gens ne suivent pas, tout le monde s'en fiche, globalement. Et j'ose espérer que dans 10 ans, ça sera vraiment des problématiques qui seront au cœur de ce qu'on fait. D'accord, ok. Et effectivement, je me rappelle, récemment dans ma newsletter, j'ai diffusé un article qui parlait de Green UX. Et je l'ai lu avec attention parce que pour moi, c'était pas nouveau, mais le mot Green UX était nouveau, c'était intéressant. Et c'est un sujet qu'effectivement, on en parle de plus en plus. Donc, effectivement. D'accord. Est-ce que, pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs ? Travailler en équipe et écouter les gens avec lesquels vous travaillez, parce qu'ils en savent souvent beaucoup plus que vous. D'accord. Voilà, c'est clair, c'est net. Merci beaucoup en tout cas, Cécile, pour cette interview. Je te remercie encore, c'était vraiment très intéressant merci à toi. Ce retour d'expérience. Je suis heureuse de partager ça. Merci, et j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une prochaine interview. Merci encore, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI,
également sur LinkedIn où je suis très actif et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt.